Bienvenue à tous dans ce nouveau pass version confinée. Alors on va parler évidemment, il y a beaucoup de sujets d'actualité. On va parler du déconfinement possible, on va parler aussi des traitements, on va parler de l'économie parce que c'est un point très important. Et pour en parler, Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Sophie McLaughlin, bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes toujours à l'Institut Sapiens, qui est un think tank, comme on dit. Absolument. Hein. Donc vous réfléchissez pour nous, c'est formidable. Stéphane Monceau. Bonjour Patrice. Vous avez une très belle bibliothèque, mais évidemment, vous êtes un intellectuel. C'est toujours le même trompe-l'œil, Patrice. Oui, absolument, c'est des faux livres. Hein. Absolument. Je ne lis pas. Et vous êtes toujours professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Arthur Dehaene, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous enseignez l'économie à Sciences Po. Vous êtes aussi le fondateur d'un mouvement qui s'appelle l'Équipé, qui est un mouvement en faveur de l'ascenseur social. Et justement, vous avez fait un excellent papier dans Le Point pour dire, voilà, tous les gens à qui on dit, qu'on applaudit tous les soirs, qui se sacrifient dans la situation actuelle, peut-être qu'il vaudrait mieux les traiter, ne serait-ce que financièrement. On en reparlera tout à l'heure. Bonjour Laurent Mazori. Bonjour Patrice, bonjour à toutes et à tous. Vous avez aussi une magnifique bibliothèque. C'est aussi un trompe-l'œil avec des bouteilles de whisky derrière, Patrice. Alors, je vais vous appeler Monsieur le Président, puisque vous êtes le président de TV78. Vous êtes également maire adjoint à Elancourt. Absolument. Et puis évidemment, alors ça c'est important parce qu'on va parler aussi de la responsabilité des villes. Les écoles vont rouvrir, les écoles ce sont les villes notamment. Comment ça va se passer, on va en parler évidemment avec vous. Arnaud Courtier, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes le directeur du cabinet du président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous êtes aussi, vous avez beaucoup dans une autre vie participé aux activités sportives. Vous avez été directeur de la Fédération de cyclisme, vous avez été à la Fédération française de golf. Et on parlera aussi, c'est important, du sport. Et peut-être qu'il y aura un avant et un après Covid-19 pour le sport. On en parlera évidemment avec vous. Et Jean-Charles Lajoigny, je ne vous oublie pas. Bonjour à tous. Vous êtes un éditeur qui n'a pas de bibliothèque. Voilà, oui, sans bibliothèque. Moi, j'essaye que mes livres migrent vers les librairies, en fait. Donc, absolument. J'ai dire un sondage tout récent qui était dans Livre Hebdo sur justement les pertes des éditeurs, mais quand même une assez grande confiance du milieu éditorial sur une sorte de reprise du livre dans les mois qui viennent. C'est votre sentiment? Oui, tout le monde, c'est un peu j'espère que c'est pas un vœu pieux, mais tout le monde espère effectivement que dès le confinement levé, dès les librairies ouvertes à nouveau, les gens vont se précipiter pour acheter des livres et j'imagine surtout des livres qui ne parleraient pas du confinement. Donc j'espère que l'édition va être suffisamment raisonnable pour ne pas inonder le marché, en tout cas à la rentrée, de livres sur le confinement et tout ce qui s'ensuit. Je pense que les gens vont avoir besoin d'un peu autre chose. Autre chose que ça. Alors, on va évidemment, il y a une date qui a été prononcée par le président de la République dans son allocution lundi, c'est celle du 11 mai. Le 11 mai, alors ça y est, on va se déconfiner, tout va repartir comme avant ou pas. Je voudrais justement avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que d'abord le 11 mai, est-ce que c'est tenable? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment peut se passer le déconfinement? Quels problèmes ça pose? Qui veut commencer à répondre sur cette question? Moi, en tout cas, je veux bien parce que ça pose plein de problèmes, j'imagine, psychologiques. D'abord, ce qui est un peu inquiétant, j'imagine, pour toute une partie de la population, c'est cette... Alors, est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est une crainte, une peur, mais cette différenciation par l'âge est assez terrible. Parce qu'effectivement, il y a toute une partie de la population qui va se sentir exclue et rejetée, repoussée. C'est un peu angoissant et c'est un peu, à mon sens, ridicule parce que qu'est-ce que c'est qu'être vieux? Il y a des gens qui, à 55 ans, sont comme des vieillards grabataires et puis des gens qui, à près de 90 ans ou plus de 90 ans, sont en pleine forme. Enfin, quelqu'un que tout le monde connaît bien ici, c'est Philippe Tesson, qui doit avoir plus de 90 ans, qui me paraît être en pleine forme. Je ne vois pas l'intérêt de le confiner.
Voilà, donc ça me paraît être une des premières choses inquiétantes. Je peux parler sous le contrôle de Stéphane Monson, mais je pense que constitutionnellement, ça me semble difficile d'exiger une barre d'âge pour être déconfiné ou pas. On peut, Patrice, le considérer a priori. C'est vrai que le critère de l'âge est en règle générale un critère discriminatoire. Et la discrimination est en elle-même toujours illégale. Sauf qu'on est en situation de légalité de crise. C'est-à-dire que le droit s'applique toujours, fort heureusement. Les juridictions continuent encore à fonctionner, mais sur un mode particulier, sur un mode dégradé. Donc, si l'État adjoint à ce critère de l'âge un critère tiré de l'état de santé, de l'application de différents tests à certaines tranches d'âge de la population. Là, le critère de l'âge, dès lors qu'il n'est pas isolé, dès lors qu'il n'est pas seul, peut apparaître comme étant, sinon légal, du moins admissible juridiquement. Laurent Mazory, peut-être quels sont les grands problèmes que vous voyez arriver sur cette problème du déconfinement? Alors, ils sont nombreux et je vais qu'enfoncer les portes ouvertes. C'est qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, dont on a d'ailleurs entendu, le président de la République nous a séné une forme de responsabilité supplémentaire puisque nous avons appris lundi que nous serions amenés à distribuer des masques que nous n'avons pas. Puisque même si nous avons reçu des masques, nous les avons essentiellement, et d'ailleurs je tiens à remercier ici la région Île-de-France, distribués dans les officines pharmaceutiques pour que ce soit surtout les soignants et les personnes très sensibles puissent en bénéficier. Et donc la première des priorités pour nous, c'est la réouverture, bien entendu, des écoles, mais ça suppose déjà et avant tout que les enfants puissent être en sécurité et que le personnel que nous gérons puisse lui-même être en sécurité en les accueillant. Donc à ce jour, quelques réunions ont eu lieu avec le préfet. Rien n'est cadré, rien n'est arrêté, les masques ne sont pas arrivés. Nous ne les avons pas aujourd'hui. Nous sommes certes capables de mettre en place toutes les mesures de distanciation sociale, comme l'on dit. Et après, on verra, et je parlais ce matin avec une directrice d'école au téléphone, il faut savoir que l'hiver, on a déjà beaucoup de mal à gérer nos enfants pour mettre des bonnets. Je laisse imaginer ce que c'est que de leur imposer de se laver les mains toutes les 2 heures et de porter des masques dans la cour de récréation. Enfin, on voit qu'on va avoir de multiples problèmes. Très clairement, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes en situation de travailler avec l'État pour y être prêt, mais il faut que l'État joue son rôle. Il a souhaité avoir une vision très centralisatrice de cette crise, avec les bons et les mauvais côtés d'une gestion centralisatrice, c'est-à-dire que évidemment, ça met du retard à l'allumage et on a vu les problématiques sur la distribution des moyens de protection qui demeurent. Donc, pour pouvoir être au rendez-vous du 11 mai, si tant est que ce rendez-vous est maintenu, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de matériel à récupérer et beaucoup d'éléments de juridiques également, il faut le dire, à devoir sécuriser. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, nous y travaillons, mais nous sommes très très loin d'une réouverture au 11 mai en toute sécurité à l'heure où je vous parle. Arnaud Courtier, sur ce même problème. Laurent a parfaitement résumé les choses. Nous ne sommes pas prêts, c'est une évidence. Je pense qu'il y a un aspect psychologique à double tranchant, c'est-à-dire une envie de sortir, de revoir des gens, et de l'autre côté, une peur peut-être de le faire pour certaines personnes. C'est évident qu'il y a des vrais problèmes. La reprise des cours à l'école est une problématique qu'on est loin d'avoir résolue. Et pour ce qui est de la date du 11 mai, tant que nous n'aurons pas vu de toute manière une évolution des chiffres au niveau sanitaire, il est impossible d'être sûr que cette date sera la date du démarrage du déconfinement. Parce que, alors, j'entends un petit bruit, donc si quelqu'un peut couper son micro, peut-être Florence ou Sophie. Est-ce que je voulais intervenir? Oui, mais vous allez le faire. Peut-être Arthur et puis Florence, vous après. Cette date est de déconfinement, parce qu'elle n'est pas la date de déconfinement, elle est la date de prolongation du confinement. Je prends un exemple, le cas de la Corée. La Corée a réouvert ses écoles, même si le public n'est pas accueilli il y a une semaine, 5 semaines après la date initialement prévue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Courtier, il faut prendre ça avec prudence, on verra comment évoluent les chiffres. Mais de toute évidence, je pense qu'il est sain que le président de la République donne une perspective. Quant à savoir si elle sera tenue, les circonstances évolueront et on les regarde avec, à mon avis, beaucoup de prudence. Oui, de toute façon, il faut donner une perspective. Pardon, Florence Mercadet. Ouvrez votre micro, pardon. Ça y est. Plusieurs points. Je pense qu'effectivement, la date du 11 mai, qui est juste une date de report, je ne suis pas certaine que cela
puisse tenir. Et bon, ça va effectivement dépendre des chiffres, mais on voit que il y a de moins en moins de personnes qui sont malades et qui rentrent à l'hôpital. Donc, on a plutôt des chiffres encourageants. Il y a toujours beaucoup de monde en réanimation, beaucoup de morts, mais a priori, on est plutôt dans une phase qui va commencer à descendre parce qu'on a un plateau qui est très haut finalement en France par rapport aux autres pays et on n'a pas commencé à la descente vers le bas. Donc, je ne suis pas convaincue que le 11 mai tienne. Le bout du tunnel, je crois qu'on le voit un tout petit peu, mais je pense qu'après, même dans la période de déconfinement, il va falloir qu'on garde les gestes barrières, probablement qu'on garde les masques, et peut-être jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin ou au moins des médicaments qui soignent. Donc, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Quand on voit toutes les annulations de spectacles au moins jusqu'au mois de juillet, je pense que ça va être… Voilà, c'est ça. Et en Allemagne, ils ont interdit les matchs de foot, tous les spectacles pendant 18 mois. Donc, oui, mais les collèges et les lycées vont ouvrir, ce qui n'est peut-être pas encore le cas chez nous. Sophie McLaughlin? Moi, je ne crois pas du tout à la date du 11 mai et je crois aussi qu'il y a beaucoup de parents comme moi qui vont hésiter à remettre leurs enfants à l'école. De mon côté, je fais partie des populations vulnérables, entre guillemets, avec un problème cardiaque. Et tant que je n'ai pas la certitude, avec la sérologie, que je suis immunisée, que mes enfants le sont, personnellement, je n'ai pas l'intention de remettre mes enfants à l'école. En plus, on a les grands-parents qui sont autour. À moins de ne pas voir les grands-parents pendant encore 6 mois, voire plus, ça ne me paraît pas du tout envisageable. D'accord. Alors, on voit bien qu'il y a une sorte de scepticisme absolu. Mais cela dit, Arthur, vous aviez raison de dire, le 11 mai, c'est une perspective. C'est pas la déconfination absolue partout, tout le temps et pour tout le monde. Ceci dit, je suis d'accord avec ce que disait Jean-Charles Lajoie. Le critère de l'âge n'a aucun sens du point de vue sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est quelles sont les personnes à risque. Ouais. Et du point de vue juridique, vous en parliez Stéphane Manchon, du point de vue juridique, c'est cela qui peut justifier l'inégalité entre deux personnes. On confine une personne à risque ou qu'on déconfine une personne qui n'est pas à risque, même si cette notion est de toute façon, évolutive, parce qu'on peut ne pas être à risque un jour et le devenir le lendemain. Mais en tout cas, à mon avis, c'est celle-là la distinction qui devra être travaillée. Juste un mot sur les écoles, parce que, alors c'est pas un mouvement, c'est une association qui en fait aide les élèves scolarisés dans des lycées difficiles en banlieue pour les aider dans leur orientation, dans leur choix d'avenir. Et je pense, il faudra qu'on en reparle, mais que la rouverture des écoles, de mon point de vue, doit être traitée aussi sous l'angle social. Il faut voir la crise sociale qu'il y a derrière la crise sanitaire. Je comprends les parents, c'est certain, on l'observe dans le pays. À mon avis, ça c'est aussi un angle par lequel traiter la question de la rouverture des écoles. Attendez, on vous entend assez mal, Arthur, pardon. Il y a peut-être un petit réglage à faire avec votre micro. Vous disiez donc, oui, il y a un aspect social dans la réouverture des écoles. Oui, c'est-à-dire, alors est-ce que vous m'entendez là? Oui, là c'est mieux, oui. Alors très bien, je me rapproche. Non, je pense que il va falloir, si on ouvre les écoles, il va falloir cibler en particulier les élèves en difficulté. C'est ça le sujet. Il y a des élèves qui en fait sont auprès de leurs parents, qui les aident dans leurs devoirs de manière probablement très efficace. Il y a des parents qui simplement ne répondent pas aux mails, ne savent pas aider leurs élèves dans leurs devoirs. On va doubler le nombre de décrocheurs si on fait pas quelque chose. Donc voilà, c'est à mon avis ça un nombre de travail aussi. On parlait de masques tout à l'heure, Laurent Mazori en parlait. Je crois qu'à Maison Lafitte, où vous habitez, il y a des masques, hein, où il y a une commande en tout cas. Ah oui, alors c'est une chance effectivement, mais la ville a pu commander 25 000 masques pour toute la population auprès d'une entreprise de Maison Lafitte qui les produit en France. Donc c'est vraiment la solution optimale. Et à mon avis, l'idée c'est de se préparer pour le 11 mai. Donc c'est ça l'échéance tenue. Mais c'est ce que je disais, il faut tenir cette perspective. C'est une perspective. Essayons d'être prêts. S'il faut décaler, ça sera décalé. Alors, Laurent Mazereuil et Arnaud Courtier, peut-être c'est à vous de parler de ça. Et l'une des obligations qu'on va avoir pour sortir de ce déconfinement, c'est d'avoir des tests, justement, d'essayer de savoir qui est malade, qui est porteur du virus, qui ne l'est pas, qui peut contaminer. Est-ce que les collectivités locales, notamment, sont en mesure d'avoir des tests? Comment ça se passe? Alors, plusieurs choses. Laurent, tu m'interromps si tu le juges utile. Nous travaillons, et c'est la volonté du président de Saint-Quentin en Yvelines,
à essayer d'être prêts pour tester la population quand nous en aurons, premièrement, le droit, bien sûr, quand nous aurons les autorisations de l'Agence de santé pour ce faire, et puis quand nous aurons aussi les tests et en nombre suffisant. Pour l'instant, c'est un vœu pieux, mais de là à pouvoir le mettre en œuvre, il y a encore un long chemin. Laurent, je confirme parfaitement ce que dit Arnaud, mais même avant les tests, je voudrais revenir sur ce que disait Arthur à l'instant. 24 000 masques, par exemple, pour Elancourt, dans lequel on a une population d'enfants, suivant les tranches que l'on prend, de l'ordre de 5 000 élèves environ, à peu près, qui se retrouvent scolarisés aux différents stades. Eu égard au type de masque, je rappelle qu'un masque standard, c'est-à-dire à part le masque qu'on n'aura pas, le FFP2, ça dure 4 heures et qu'au bout de 4 heures, il faut donc, je le rappelle, le nettoyer. Je vous laisse calculer qu'en moyenne, il faut donc 4 masques par jour par élève. On voit qu'on va assez rapidement faire de toute façon une pénurie de masques. Avant même, effectivement, à ce point-là, effectivement, sur la façon dont nous serons capables à la fois de tester. Donc, je sais qu'à 50 ans, on a fait des tests dans des lieux capables de recevoir beaucoup de monde pour pouvoir éventuellement avoir une forme de chaîne pour mettre en place ces tests. Mais malgré tout, le temps de tester est quand même assez important pour tester une personne. Nous avons une population de l'ordre de 240 000 habitants sur 50 ans en Yvelines. Je vous laisse imaginer la structure qu'il faut mettre en place pour pouvoir tester de manière fiable 240 000 personnes. Et puis, j'insisterai sur un point. À partir du moment où ces 240 000 personnes se trouveront à l'extérieur, elles ont potentiellement des chances d'être elles-mêmes à nouveau contaminées. Et on voit donc que la seule solution qui existe aujourd'hui, si elle est effectivement de tester, elle est probablement de tester et que ça a un impact psychologique fort sur la population, mais je m'inclus à l'intérieur, je pense qu'on est tous concernés. On se rend compte que de toute façon, la seule façon de sortir, c'est le vaccin et que nous ne sommes là que sur des mesures d'accompagnement, voire palliatives. Oui, évidemment, c'est le vaccin. Mais le vaccin, on sait très bien qu'on ne l'aura pas au mieux avant janvier de l'année prochaine, si encore tout va bien. Mais il y a tout ce que vous dites là, c'est intéressant parce que au fond, ce que nous prouve cette crise ou cette catastrophe, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du Covid-19, c'est quand même une sorte d'impréparation et de pauvreté économique quand même dans laquelle nous sommes. Est-ce que c'est pas frappant ça? Qui veut répondre à ça? Je pense que, je me permets de reprendre la parole, oui. Je pense qu'on est là au cœur de ce qu'on appelle un choix politique à un moment donné. Les budgets ne sont pas extensifs, les gouvernements précédents, quelle qu'ait été leur politique, ont dû faire des choix. Ils ont privilégié un certain nombre de choses. Je me souviens quand même de la France annonçant dans le monde entier pendant plus de 40 ans qu'elle avait la meilleure médecine du monde et le système hospitalier le plus au point. Or, pourtant, depuis un certain nombre de choix budgétaires qui ont dû être faits pour réduire effectivement l'endettement, avec le résultat qu'on voit, puisqu'on n'a pas du tout réduit, on a continué à l'augmenter, eh bien effectivement, on a dégradé à la fois un certain nombre de stocks qui devaient être faits. Je lisais tout à l'heure les articles de Marisol Touraine qui se défendait, par exemple, sur les commandes concernant les masques, en disant oh, c'est pas moi, j'ai avant. Bon, mais ce n'est pas le seul point. On le voit bien sur la problématique des lits, entre autres, tout ce qui touche au traitement de l'ultra-urgence, qui n'a pas été privilégié, mais c'est un choix politique. En même temps, je ne veux pas jeter la pierre, parce que je pense que ce n'est pas le moment de le faire. Et puis, c'est toujours facile de juger a posteriori. C'est-à-dire qu'effectivement, on répartit un budget de certaine façon. Pardon. C'est pas, et puis, si demain, on dirait qu'on n'a pas assez mis sur la défense nationale. Donc, c'est quand même compliqué à gérer toujours aujourd'hui. Moi, je préfère Patrice du futur, si je peux me permettre, et de dire que servons-nous de cette expérience pour ne pas que cela se renouvelle. C'est toujours facile à constater comme ça. Et remettons plus de moyens aujourd'hui sur l'hôpital de manière plus importante que d'aller construire 12 centres culturels de plus dans des endroits qui n'en ont pas besoin pour que des élus locaux, par exemple, se valorisent de dire « Ah, j'ai construit une nouvelle médiathèque ». Vous voyez ce que je veux dire Ben justement, alors, à moins que quelqu'un veuille… Oui, pardon, Florence. Je voulais juste, dans la continuité de ce que vient de dire Laurent, effectivement, il y a une pauvreté au niveau de l'hôpital, mais on peut observer aussi les crises qu'il pouvait y avoir au niveau de la justice, parce que ça, juste, je connais un tout petit peu le sujet, mais on a pu voir à quel point, finalement, il y avait une dégradation importante de la justice, tant en termes de nombre de magistrats que de nombre de greffiers, puisque là, ça va être une catastrophe et je ne sais pas comment la justice va pouvoir récupérer le retard accumulé depuis le début du confinement, puisqu'on n'a plus d'audience. On nous annonce déjà le fait qu'il va falloir pendant un certain temps ne plus plaider, sauf peut-être dans des cas importants en matière pénale ou en matière d'urgence au niveau du juge des affaires familiales.
Mais sinon, on va nous demander de ne pas plaider et de déposer les dossiers avant l'audience et il n'y aura pas d'audience. Donc, c'est à la fois pour éviter les audiences parce que 10 dépôts de dossiers, en gros, ça prend un quart d'heure. Et derrière, ils vont essayer de rattraper le retard. Mais il y a des milliers et des milliers de dossiers qui ont été reportés. Et je ne sais pas au niveau des dates comment ils vont pouvoir recaler cette problématique. Et les gens vont attendre très longtemps de voir leurs affaires plaidées. Alors, notamment en matière sociale, on avait déjà des renvois à plus de 12 mois ou 18 mois devant les cours d'appel. Donc là, je ne sais pas comment ils vont recaler les dates. Et puis, on voit le problème aussi au niveau de la reprise de l'école sur des classes de 35 élèves. Donc ça aussi, il y a une problématique au niveau du nombre d'enseignants. Sophie McLaughlin. Je me permets de rebondir sur ce que dit Florence. Il y a beaucoup de parents séparés qui profitent en fait du confinement et de l'espèce de vide juridique autour pour garder leurs enfants et de ne pas le remettre à l'autre parent. Et là, je parlais à mon avocate il y a quelques jours, elle me disait qu'elle était débordée de travail parce que finalement, elle avait tous les jours des dizaines de demandes de mères qui disaient le papa l'a emmené dans le sud de la France, ne veut pas ramener mon enfant et profite du fait qu'il y ait le confinement et que les policiers sont pas ravis de vous voir traverser la France, ou des mamans qui disent écoute, non, je respecterai pas la garde alternée parce que c'est trop dangereux que l'enfant vienne chez toi. Donc, effectivement, dans ce cas-là, quel est l'intérêt supérieur de l'enfant? Est-ce que c'est sa santé, la santé de ses parents, ou est-ce que c'est le fait de voir ses deux parents? Parce que 2 mois, c'est très long. Moi, j'ai été séparée de mes 2 enfants pendant 1 mois. Et à la fin, j'ai pris le risque, malgré mon insuffisance cardiaque, on s'est tous fait tester. On est tous négatifs, mais la réalité, c'est qu'on sera peut-être plus négatif dans 3 semaines. Et si les enfants retournent à l'école dans 1 mois, ils peuvent tout à fait le ramener à la maison. Donc ces tests aussi, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'était très intéressant sur le fait qu'il fallait des quantités de tests extraordinaires, mais non, en plus, il faut les renouveler, parce que c'est pas parce que vous êtes négatif à un moment que le lendemain vous l'êtes encore. Oui, absolument. Voilà. Et donc le vrai test intéressant, c'est la fameuse sérologie, pour savoir si nous sommes immunisés, avec toujours cet inconnu de savoir combien de temps on est immunisé. Donc, il va y avoir des sérologies à n'en plus finir là aussi, parce que comme on ne sait encore rien sur cette maladie, on accuse les politiques, mais fondamentalement, en fait, personne ne sait rien. On est vraiment dans l'inconnu complet. J'aime beaucoup les gens qui me disent on nous dit que. Je dis oui, mais comme dirait mon grand-père, on est un con. On ne sait pas, personne ne sait rien, et les politiques n'en savent pas plus que nous, fondamentalement. C'est la vraie réalité de cette crise, c'est qu'au fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne sait rien. C'est ça, là. Et même les scientifiques ont du mal, enfin voilà, même les scientifiques n'ont pas une vérité absolue. On le voit sur les traitements, on le voit sur les recherches, etc. Puisqu'on parlait... Pardon, oui, Jean-Charles. Oui, je suis un peu étonné par toutes ces critiques qui s'abattent sur le système hospitalier. Ces critiques qui n'arrêtent pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire où il a envie d'aller se faire soigner ailleurs qu'en France? On a les meilleurs médecins, on a les meilleures infirmières, on a le meilleur personnel soignant. Alors certes, il n'y a peut-être pas assez de respirateurs, personne ne pouvait penser qu'il y aurait besoin d'autant de respirateurs. Il y a un réseau hospitalier qui est absolument impeccable, et je défie quiconque de dire tiens, j'ai attrapé le Covid-19, il y a plein de pays où on sera mieux traité qu'en France. J'ai jamais vu, il n'y a aucun flux d'exil de malades qui souhaitent aller se faire soigner ailleurs. Alors arrêtons un peu de toujours critiquer et de dire que le système hospitalier est une catastrophe en France, ce n'est absolument pas vrai. Le système hospitalier est parfait. Et puis après, il faudrait aussi rappeler une évidence, c'est que le Covid-19 est dans 98% des cas une maladie bénigne. Alors arrêtons aussi de parler de cette maladie comme s'il s'agissait de la peste bubonique ou d'une maladie qui tuait tous les gens qui l'attrapaient. Ce n'est pas vrai. 98% des gens n'ont rien. Alors arrêtons un peu. Il faut repartir un peu sur les chiffres et dire ok, alors on a choisi de privilégier effectivement une partie de la population à risque qui est âgée ou très âgée, etc. C'est un choix politique qu'on peut tout à fait comprendre, etc. Mais que la population ne tombe pas là-dedans. Je veux dire, arrêtons aussi ce délire avec les écoles, les enfants, etc. Tout le monde ne va pas mourir. Arrêtons un peu cette psychose qui devient totalement ridicule pour une maladie, encore une fois, qui dans la plupart du temps, c'est une grippe. Hein, alors, ça devient... Voilà, Florence et Sophie veulent vous répondre là-dessus. Florence, d'abord. Sur l'état de l'hôpital,
Jean-Charles, je suis d'accord pour dire que on a des médecins formidables, des infirmières formidables, un système qui est perfectible, qui n'est pas parfait, d'autant qu'il y avait des mouvements très importants de médecins qui démissionnaient, de chefs de service qui démissionnaient, bien avant le Covid-19, parce qu'il y avait un vrai problème d'organisation à l'hôpital et de manque de moyens. Donc, certes, on a un bon système, mais le Covid-19 a peut-être mis en exergue, comme il met en exergue toutes les fragilités d'un certain nombre de services publics. Et là, l'hôpital va falloir quand même y réfléchir et de voir quelles sont les priorités et de le restructurer et peut-être d'avoir plus d'infirmières, plus de médecins, plus de matériel. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Charles, pour dire que l'hôpital, c'est parfait. On va en parler avec le papier d'Arthur Dehaene. Peut-être Sophie, la réaction que vous vouliez avoir. Et puis après, je voudrais interroger Arthur Dehaene sur justement la situation de l'hôpital. Alors, deux choses. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Charles sur le fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir notre système de santé français. Moi, je suis franco-américaine. Pour rien au monde, je serais allée me faire soigner aux États-Unis. Je vois ma famille là-bas, quasiment tout le monde. Voilà. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui l'ont eu aux États-Unis, qui ont été extrêmement malades. Il y en a un ou deux qui ont été hospitalisés. Mais par contre, je voulais quand même dire que dans les personnes qu'on essaie de protéger, il n'y a pas que les personnes âgées. Et puis d'ailleurs, moi, je pense que la vie des personnes âgées a autant de valeur que celle des plus jeunes. Hein. On y arrivera tous un jour. Mais surtout, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, dont je fais partie. On est en train de parler de millions de personnes. Moi, mon cardiologue a été extrêmement explicite sur le fait que je ne devais pas attraper le Covid. On m'a fait faire une série de vaccins juste avant le confinement, Pneumovax et Prevnar, parce qu'on m'a dit, voilà, il ne faut absolument pas que je me fasse une infection derrière à laquelle je ne survivrai pas, parce que mon cœur est trop faible, c'est trop dangereux. Et je pense en l'occurrence qu'il y a plus de gens que ce que Jean-Charles dit qui sont en danger. Alors c'est vrai qu'en France, on est bien soigné. Et grâce à ce confinement, on a finalement réussi à ne pas saturer les hôpitaux et à soigner tout le monde. Et qu'effectivement, on ne meurt pas du Covid si on peut être intubé en cas de version grave du Covid. Aux États-Unis, on voit des gens mourir parce qu'il n'y a pas de respirateur, parce qu'on ne peut pas les intuber. Et des gens jeunes. Alors, justement, sur cette situation de l'hôpital, Arthur Dehaene, vous avez écrit un papier dans le Point qui s'appelle « Les milieux de cordée en première ligne ». Et alors, on va en reparler parce que là, vous parlez en effet des infirmières, vous parlez des caissières, tout ça, tous ces gens qu'on applaudit tous les soirs et qui sont finalement très peu payés. Mais avant de parler de ça, vous citez quand même des chiffres intéressants justement sur les hôpitaux. Vous expliquez par exemple qu'en France, on a 45 hôpitaux pour 1 million d'habitants. Oui, c'est ça. Alors qu'il n'y en a que 25 dans les autres pays de l'OCDE. Donc, il y a quand même une question, parce que là, on a l'impression qu'on est comme disait Jean-Charles, qu'on est dans un vide absolu, qu'on est dans un marasme total. Moi, j'ai l'impression qu'on dépense quand même beaucoup d'argent, et pour la santé, et pour l'éducation, mais peut-être qu'on le dépense mal. Il y a moins d'hôpitaux en Allemagne pour 1 million d'habitants qu'en France, mais visiblement, l'Allemagne s'en sort mieux. Et à chaque fois qu'on essaye de supprimer un hôpital en France, on voit bien le drame que ça fait, les villes se protestent, les maires protestent, comment nous supprimons un hôpital. Est-ce que, au fond, plutôt que l'argent, c'est pas le système qui est en cause, notre système politique, notre système de gestion de la santé? En fait, ce que cette crise met en évidence, c'est le manque de services publics et le manque d'industrie. Parce qu'en réalité, on a privilégié la bureaucratie sur les services publics, au sens où on a fait le choix d'avoir un grand nombre d'hôpitaux par habitant et d'avoir un modèle d'hôpital généraliste, le plus généraliste possible. Alors qu'en réalité, si ce qu'on veut, c'est favoriser les métiers, favoriser les gens qui sont en problème, il faut essayer de rationaliser cette bureaucratie-là. Et oui, dans un certain nombre de cas, ne pas avoir autant d'hôpitaux sur le territoire, c'est un choix à faire. Et deuxièmement, faire en sorte que les hôpitaux se spécialisent davantage. Ça n'est pas tenable d'avoir le modèle universel, généraliste sur l'ensemble du territoire. C'est cela qui fait qu'à masse budgétaire constante, on n'est pas en situation de payer des infirmières qui sont
10% de moins payés qu'en Allemagne, qui sont 50% de moins payés qu'en Suisse, et qui sont en réalité... Oui, vous êtes 600 € par mois pour une infirmière. 1600, en début de carrière, c'est 1600 € par mois. Le salaire moyen des infirmières françaises, c'est 1800 €. Si on peut tout à fait aujourd'hui les augmenter de 200 € par mois. Dans le secteur public, il y a 330 000 infirmières. Si on faisait ça, ça coûterait 800 millions d'euros. C'est pas hors de portée. Si vous voulez. Je suis pas en train de parler de milliards, de 50 milliards. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de métiers comme cela qui aujourd'hui tiennent les classes supérieures et les classes populaires par les deux bouts de la corde. Ce sont les milieux de cordée. Et ces professions-là en France sont écrasées, qu'il s'agisse des infirmières, qu'il s'agisse des ouvriers électromécaniciens dans les chaînes logistiques, qu'il s'agisse effectivement pour les classes plus populaires des caissières, mais aussi des livreurs. Je crois que nous devons traiter la crise sociale derrière la crise sanitaire. Et c'est à mon avis la perspective qu'a tracé le président de la République quand il a dit que nous devrions nous rappeler que le pays repose aujourd'hui entièrement sur des gens qui sont insuffisamment payés et insuffisamment bien traités. Oui, mais est-ce que c'est pas un problème de... Pardon, Jean-Charles, allez-y. Oui, je dis, on peut souscrire à cette belle idée de spécialiser les hôpitaux. C'est à l'évidence la logique et la méthode intelligente, mais il faut quand même rappeler qu'en France, dès qu'on décide de supprimer une maternité qui n'assure pas assez d'accouchements dans l'année, la totalité de la région se met en grève, la totalité des maires prend une pique prêt à couper la tête du ministre de la Santé, et qu'il est absolument impossible de faire la moindre réforme en France. Je veux dire, l'exemple des maternités en est la preuve. Les gens sont là, ah bah oui, mais si j'habite à plus de 30 km d'une maternité, c'est la mort du village, c'est la mort de la région, c'est la mort de... C'est impossible. Dans tout autre pays, les réformes sont faisables. En France, on voit bien que là, je veux dire, cet exemple des maternités est flagrant. Et ça sera pareil pour tout. Si on va dire à un petit vieux, vous avez la jambe cassée, il va falloir faire 150 km, tout le monde va dire, ben oui, mais il faut faire 150 km pour aller voir notre patient à l'hôpital, c'est impossible, etc. Donc voilà, on est quand même dans une population qui est totalement rétive et qui veut tout, le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tutti quanti. Donc c'est extrêmement invalidant. Laurent Mazorier et Arnaud Courtier, peut-être sur cette question. Est-ce qu'en effet, il y a une demande de la population à laquelle il faut accéder? Il y a un petit bruit là, je ne sais pas qui le fait. À laquelle il faut accéder et à laquelle il est difficile de ne pas répondre. Ce que dit Jean-Charles, il a juste raison. C'est la problématique de la gestion de notre peuple gaulois dans toute heure. C'est valable pour les hôpitaux, c'est valable pour les crèches, c'est valable pour la médiathèque dont je parlais tout à l'heure, c'est valable pour les sites. Enfin bon, voilà, on veut effectivement tout à côté de chez soi et si possible gratuit, parce qu'il ne faut pas oublier également que ce dont on parle est quand même porté à un moment donné par un budget et que c'est quand même les entreprises et les particuliers qui le financent. Donc vous avez raison sur ce point. Je voudrais revenir sur un point qui me touche personnellement parce que je ne voudrais pas, Jean-Charles, que vous puissiez penser que je critique les soignants. Je critique, comme vous tous, la façon dont sont organisés les soins. Et je vais vous faire partager moi aussi une expérience personnelle. Mon papa est atteint aujourd'hui d'un cancer de la plèvre, d'un mésothéliome en phase terminale. Il devait attaquer des rayons début mai, en fait. Et il lui a été très clairement, enfin, il m'a été dit à moi, évidemment pas à lui, qu'on ne le traiterait pas à cause du Covid, non pas pour les risques de contagion supplémentaires, mais parce qu'il n'y avait plus les équipes nécessaires pour le faire. Et donc, soyons clairs, comme on pensait que ce traitement serait purement palliatif, c'était pas une priorité et qu'il aille vers sa belle mort. Donc, c'est quand même des réalités que vivent les gens aujourd'hui. Il y a un arbitrage qui est fait sur les malades, même si on ne le dit pas, qui existe, parce que effectivement les moyens en face ne permettent pas de traiter la totalité de la population et on arbitre, et je suis désolé de le dire, les personnes qui sont plus âgées, eh bien aujourd'hui, ne sont pas mieux traitées. On ne parle pas des EHPAD ici, mais voulez-vous que nous parlions des EHPAD? Maman est morte dans un EHPAD l'année dernière à Concarneau en Bretagne, c'est une région, ça tombe bien, privilégiée par le Covid, mais il faut voir, et pourtant j'avais choisi un bon EHPAD, les moyens qu'ont les EHPAD. Donc on va quand même se le dire, mais ils sont aujourd'hui, à part dans certains EHPAD privés plutôt privilégiés, très limités. On est là aussi dans une logique de je veux avoir des EHPAD près de chez moi, je veux avoir des EHPAD accessibles, mais en réalité, les moyens technologiques, humains, matériels ne sont pas au rendez-vous. Et ce sont des choix que nous avons tous faits, et là-dessus, je suis d'accord avec Arthur, de privilégier une couverture totale du territoire, et là-dessus, je pense que les élus locaux ont leur responsabilité, parce que pour le coup, on n'a pas accompagné cette réforme qui aurait dû être faite. Je me souviens également de la construction de grosses unités, rappelez-vous des problématiques de gestion, des grosses unités hospitalières, parce qu'il faut à la fois les spécialiser, mais il faut garder une taille critique, sinon on ne sait pas gérer. Je ne veux pas prendre l'exemple de l'hôpital Georges Pompidou, qui est très efficace en soins,
mais qu'il faut le voir, si on prend les coûts de structure de fonctionnement, consomme 30% du budget, 30% du budget juste sur le fonctionnement. Et là, on est dans c'est de l'argent qui va certes à la médecine et à l'hôpital, mais qui vont à la structure hospitalière et pas à la partie essentielle qui devrait être les soins. Et là-dessus, nous prenons les élus notre part de responsabilité parce que nous devons effectivement écouter la population et le système démocratique, je suis désolé, fait de dire que, eh bien, à un moment donné, il faut passer devant le peuple et être élu. Et un élu qui a le courage de dire ce que disait Jean-Charles, de dire reconcentrons, fermons les maternités non rentables, je vais vous le dire, c'est un élu qui n'est pas réélu. Donc, il faut quand même, à un moment donné, se dire que nous avons les élus que nous méritons, nous avons les politiques que nous méritons. La meilleure sanction, c'est celle du vote. Or, aujourd'hui, celui qui prendra la parole et qui dira « je vais réformer l'État, je vais réformer la structure hospitalière et je vous promets, entre guillemets, des larmes et ça va vous coûter beaucoup plus d'argent, mais on va concentrer nos efforts et on va effectivement par ces structures dont parlait Arthur. Je pense que cet élu-là, malheureusement, c'est un élu qui ne sera pas réélu parce que Jean-Charles, notre peuple gaulois demeure ce qu'il est. Il est à la fois celui qui critique, mais à la fois celui qui veut à côté de chez lui. Stéphane Manson, là-dessus, sur ce sujet. Oui, j'écoutais avec grand intérêt ce que disait à l'instant Laurent. Je souscris complètement. On a les élus qu'on mérite. Nous sommes dans une démocratie. Les élus sont le miroir de leurs électeurs. Et la préoccupation majeure d'un élu en démocratie, c'est de se faire réélire. Alors, c'est pas forcément illégitime. C'est pour ça que moi, je suis très favorable à la limitation du nombre de mandats dans le temps. Et de surcroît, donc moi je pense qu'il faut appeler chacun à sa responsabilité de citoyen, mais il me semble que c'est largement peine perdue. Et d'autre part, appeler chacun aussi à sa responsabilité, même en tant que simple consommateur. Arthur Dehaene parlait tout à l'heure de rémunérer de manière beaucoup plus juste ces ensembles de métiers qui sont plus ou moins déconsidérés ou mal considérés dans l'ordre social. Est-ce que moi, en tant que consommateur, je suis prêt à ne pas passer par une plateforme d'achat qui ne me facture pas ou dit ne pas me facturer la livraison au-dessus d'un certain seuil d'achat, ce qui aura pour effet de payer une misère le type qui va m'apporter ma commande. Ça, je suis pas sûr que chacun aussi soit prêt à le faire. Donc, moi, ce que j'ai du mal à supporter dans ce que j'entends, mais ce que je n'écoute plus depuis un certain nombre de semaines, parce que ça devient lassant, c'est le fait de vouloir toujours trouver un paratonnerre. Alors, ça peut être le gouvernement, ça peut être l'ordre social, ça peut être les gouvernements passés, mais enfin, c'est jamais soi-même. Or, collectivement, dans une démocratie, nous avons le choix. Et en effet, nos gouvernants sont à notre propre image. Donc, c'est d'abord à nous-mêmes de nous regarder. Je prenais l'exemple, il a été cité 1000 fois, de Roselyne Bachelot, qu'on a couvert d'opprobre il y a 15 ans avec son histoire de vaccin, etc. Et puis qui aujourd'hui réapparaît sur les écrans avec une mine réjouie. C'est la réhabilitation de Sainte Roselyne, en quelque sorte. Bon, voilà un exemple type de versatilité. Oui, bref, qui me fait dire que c'est aussi à chacun, dans une démocratie, il y a l'esprit de responsabilité. Et puis, Laurent le disait aussi, hélas, je crois que les élus locaux ont aussi une très large part de responsabilité dans le déplacement, la fermeture, la rationalisation d'équipements, etc. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'un élu accepte d'agir pour le bien commun, d'agir pour l'intérêt général, sans se préoccuper de sa réélection. Et là, on peut toujours rêver. Et ça l'a dit. Là-dessus, juste. Moi, je ne jetterai pas la pierre aux élus locaux, justement. Parce qu'en réalité, je crois que les élus locaux et leurs électeurs sont dans une situation défensive. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que l'État projette la France dans la mondialisation sans véritablement de stratégie, sans véritablement de réflexion sur les besoins propres du pays. Et on voit bien que là, on a produit des masques. On n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences d'une délocalisation de notre base productive. Et comme ils ont le sentiment qu'on est jeté dans ce grand bain sans véritablement de préparation, eh bien, ils se mettent en situation de défense et ils s'attachent aux queues de cerise. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas l'argent du beurre, au moins on défend le beurre. Parce qu'un enseignant qui est payé 1 800 €, si on lui dit demain, je vais fermer l'école du quartier,
il ne se dit pas que c'est pour lui augmenter sa rémunération. Il a raison de se le dire, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est fait. Donc, si vous voulez, la perspective qu'on donne, si c'était celle de dire rationalisons la bureaucratie, cessons le gaspillage d'argent public et augmentons les enseignants qui aujourd'hui sont payés en France 50% de moins qu'en Allemagne, je pense qu'il y aurait des gens qui feraient preuve de plus de lucidité. Mais pour revenir, juste un mot, à ce que disait Stéphane Monson, vous parlez des salaires assez misérables des caissières dans les supermarchés, mais il y a aussi toute une politique qui a été faite pour qu'on paye le moins possible ce qu'on achète dans les supermarchés, que ça soit que ça soit accessible à tous, qu'on puisse manger de la viande tous les jours, ce qui a fait aussi des scandales sanitaires. Et c'est aussi tout un système qui est en cause. Ah oui, c'est un système qui est en cause, effectivement. Mais ce que disait Stéphane Monson, en fait, ça réinterroge la question de localiser notre production, d'avoir sur le sol français de quoi consommer français. Et en réalité, je crois que les gens s'y préparent. Je crois que ce qu'on appelle le monde de demain, c'est celui-là, en réalité. Et on se dit, dans le fond, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je suis pas en train de dire que la mondialisation n'a que des inconvénients. Je dis juste que il faut la juger non pas en fonction de ce qu'elle représente pour le monde, de ce qu'elle représente même pour les pays qui réussissent très bien, mais dans le fond, pour nous, en tant que Français, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd? Est-ce que oui, on va être prêt à payer nos pommes ou nos oranges plus chères si on les achète strictement en France? Nos médicaments, peut-être. Ou les médicaments, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on le sait, 80% des principes actifs sont fabriqués en Chine, parce qu'on se dit que c'est à faible valeur ajoutée et que la France n'a pas d'intérêt à produire des produits à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, on voit que c'est pas vrai. Laurent, vous vouliez intervenir? Oui, sur ce point, je partage tout ce qui a été dit, mais il faut aller au bout de la démarche. J'ai beaucoup apprécié la phrase sur l'aspect administratif. La vraie problématique de la France aujourd'hui, c'est sa technostructure et le coût de cette technostructure, qui est issue y compris de son École nationale d'administration, que le monde entier ne nous dit pas, même si tous ceux qui en sont sortis trouvent que c'est le meilleur des systèmes, mais il y a vraiment que. Et on voit bien aujourd'hui que, comme on le disait pour l'hôpital, qu'est-ce qui empêche de produire des pommes en France? En réalité, c'est le coût de production. Et dans le coût de production, les charges sociales qui pèsent sur les entreprises, lesquelles charges sociales, c'est faux, ne financent pas aujourd'hui le système social, mais en partie le système administratif qui fait lui-même fonctionner. Et donc, si vous voulez, il faut retourner. Alors, facile à dire d'ici avec une bibliothèque derrière soi et à la télévision, mais il faut effectivement retourner l'action des gens vers l'outil productif et non pas créer effectivement des structures de type mexicaine. Les 60% des gens qui expliquent aux 40% des gens qui travaillent comment mieux travailler pour moins cher, ce qui revient effectivement à délocaliser la production. On le voit sur tu parlais des pommes, Arthur, mais on peut parler de la problématique des matières premières, voire même de la fabrication des médicaments. On a vu aujourd'hui qu'environ 70 à 80%, suivant les types de médicaments, ont des principes actifs qui sont fabriqués en Chine. Donc, on est à la limite de cet exercice. Mais la relocalisation en France passe aussi par une vraie politique de baisse des coûts de fonctionnement de la structure de l'État, c'est-à-dire de faire des économies là où elle doit être faite, c'est-à-dire sur la technostructure. Et quand tu parles des hôpitaux, ce n'est pas effectivement en payant moins les soignants, mais en les payant plus, mais par contre en supprimant tous ces coûts qui viennent polluer le fonctionnement. Et c'est pareil, et une bonne entreprise ne marcherait pas si elle avait un siège social dans lequel il y ait 80% de la structure de fonctionnement de son entreprise et 20% sur le terrain. Il faut 80% sur le terrain et 20% pour la faire fonctionner. Ça marche aujourd'hui dans le sens inverse. Je reviens, on peut parler du millefeuille administratif qui y participe. On a combien de collectivités au-dessus de nous? Je voyais ce matin un préfet qui était très bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne veux pas citer la chaîne de télévision parce que j'ai dû tomber dessus par hasard, tellement je déteste les télévisions d'information continue. Néanmoins, il y avait un préfet qui expliquait qu'il avait mis les gens dans un hôtel pour pouvoir les isoler. Avant de cette phrase, il a cité l'ARS, la préfecture, la région, merci à l'État, merci au maire. Ça, on est complètement, c'est juste dingue. Pour mettre 40 personnes dans un hôtel, on cite 6 ou 7 administrateurs interposés qui ont donné leur accord pour pouvoir. Mais enfin, où est-on? Et on est dans la notion de coût de production. On voit là qu'on a des gens qui servent pour leur travail, mais qui n'apportent pas de PIB et de points de PIB à la fin. Pas vrai. Et ça participe à l'ensemble des dysfonctionnements. Sophie McLeod et Stéphane Monson sur ce. Pardon. Oh, attendez, ça grésille beaucoup là. Moi, je digresse un instant, mais bon, sur le même sujet. Mais cette situation me fait furieusement penser à l'étrange défaite de Bloch. Oui. C'est-à-dire qu'on a un président. Sur 1940. Voilà, exactement. Donc, ce livre est extraordinaire parce qu'en fait, il est d'une actualité. C'est qu'à chaque fois qu'on le lit, moi, j'ai une espèce d'épiphanie à chaque fois sur le fonctionnement de notre pays. C'est vrai qu'on a cette espèce de lourdeur administrative en France qui est extraordinaire.
on accuse beaucoup les politiques. La majorité des Français ne font pas la différence entre les politiques, le gouvernement et l'État. Il y a quand même une machine derrière, étatique, qui est un mammouth, avec des hauts fonctionnaires, des process qui sont extrêmement compliqués et un problème de prise de décision et d'originalité finalement, avec des personnes qui sont très formatées. Alors après, bon, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais on a quand même des gens qui pensent un peu tous de la même façon et qui ont un peu de mal à déclencher quand il s'agit de prendre des décisions originales. Quand notre président nous dit qu'il faut se réinventer, j'adore entendre ces mots et j'adore notre président, mais pour moi, c'est un vœu pieux. En France, on ne sait pas se réinventer. On a un problème pour prendre des décisions courageuses et originales. Et c'est vrai, pour moi, c'est lié à ces élites qui, finalement, pensent pareil. Et puis, c'est vrai que c'est pour ça que je pense à l'étrange défaite de Bloch. Et finalement, quand je relis ce livre régulièrement, et à chaque fois, je suis abasourdie de lire, finalement, une situation que je suis en train de vivre en ce moment en France. Alors, vous parliez de Bloch, je pourrais te parler d'Emmanuel Todd dans son dernier livre. Il dit un petit peu ce que vous dites, c'est qu'au fond, il y a une des crises de la démocratie, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en première ligne, c'est l'administration. C'est-à-dire que l'administration est sans contrôle, la haute administration notamment, est sans contrôle politique. C'est selon lui, une des causes des crises que nous vivons. Stéphane Manson, vous vouliez intervenir, pardon. Non, Patrice, je ne voulais pas intervenir, mais puisque vous me demandez d'intervenir, moi je me méfie toujours des discours anti-élitistes. L'élite est aussi à notre image. Je pense que la suppression de l'École nationale d'administration, dont je ne suis pas issu et dont je n'ai pas raté le concours d'accès, on dit parfois que les profs de droit sont aigris parce qu'ils ont raté l'ENA. Je n'ai jamais tenté l'ENA et j'ai toujours voulu enseigner à l'université, donc je suis parfaitement à l'aise pour en parler. Je crois que la suppression de l'ENA serait une erreur. Et vous savez, enfin, pour résumer les choses en un slogan, c'est jamais bien, mais nous n'avons pas le temps. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Justement, puisque vous preniez la parole et très rapidement, parce que je voudrais qu'on passe à un autre sujet qui est celui des traitements, mais est-ce qu'il y aura des conséquences politiques? Est-ce qu'on peut dire déjà, est-ce qu'on peut penser déjà qu'il y aura des conséquences politiques de cette crise? Emmanuel Macron a ouvert la voie, peut-être un gouvernement, sinon d'union nationale, du moins plus large. Est-ce que vous pensez, qui veut parler de ça, qu'il va y avoir des conséquences politiques de la crise du Covid-19? Moi, juste d'un mot. En réalité, je ne crois pas que ce soit comparable, mais je vais répondre évidemment sur la recomposition politique, à l'étrange défaite, dans la mesure où, c'est pas la guerre de 40, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Là, c'est pas la grande mobilisation, c'est la grande démobilisation, on est tous confinés. Et deuxièmement, je crois que le président de la République, en fait, fait comme il peut et le gouvernement font comme ils peuvent. C'est une crise extrêmement compliquée. Mais là où vous avez raison, c'est que nous payons aussi, effectivement, des choix passés et nous payons des inconséquences passées. Ça, c'est certain. Mais disons que là où les perspectives me semblent quand même intéressantes du point de vue de la recomposition politique, c'est que nous avons vu, en gros, des années 80 au milieu des années 2000, la phase de mondialisation heureuse. Les élites trouvaient que la mondialisation, c'était formidable. Ce qui a mis un coup d'arrêt à ça, c'est le non à la Constitution européenne en 2005, et c'est la crise de 2008. On est passé ensuite dans une phase, disons, de déni. On n'était plus dans l'euphorie, mais on était dans le déni vis-à-vis des inconvénients. Aujourd'hui, quand on voit le manque d'industrie qu'on a, quand on voit ces lieux de cordée insuffisamment payés, on se dit que finalement, il n'y a pas que des avantages. Et là, je crois que peut-être qu'on va avoir une phase de prise de conscience, et si recomposition politique il doit y avoir, je pense qu'au plan partisan, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir si, oui ou non, cette idée-là, que la mondialisation, disons, est jugée de manière critique et qu'il faut que l'État se dote d'outils pour la réguler sur son territoire. Je crois que si c'est là où on aboutit, on ne sera pas dans l'étrange défaite, on sera peut-être dans une perspective nouvelle. Des victoires. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être, voilà, on se met d'accord sur 3 priorités essentielles à faire dans l'année qui vient ou dans les 15 mois qui viennent, et qui est d'accord, ça lit et rentre au gouvernement, ça pourrait être ça, c'est pas Arnaud ou Laurent? Mais on se met d'accord, mais qui se met d'accord et qui décide?
C'est la vraie question parce que aujourd'hui, voilà, on a des velléités à bien faire les choses, à les faire évoluer, à avoir une prise de conscience et c'est merveilleux. Ceci étant, moi, ce que je crains, c'est que la crise passée, on retombe dans les bonnes vieilles habitudes. On parlait tout à l'heure des besoins de réforme. Tout le monde est d'accord en France qu'il faut réformer des tas de choses, mais quand il s'agit de le faire et quand on est concerné, là, par contre, on n'en veut plus et tout le monde descend dans la rue. Donc, je suis un tout petit peu dubitatif et un peu sceptique, oui. Alors, et puis enfin, pardon, on est déjà quasi 5 minutes. On est déjà quasiment dans un gouvernement d'union nationale. Enfin, il faut le dire. Je veux dire, qui ne fait pas partie du gouvernement ? Le minusculissime Parti socialiste, la France insoumise et le Front national. Sinon, je veux dire, le gouvernement d'union nationale, il est là. Je veux dire, Macron, c'était ça avant l'heure. Donc voilà. Ça ne sert à rien de tergiverser, il n'y a rien à changer. Enfin, je veux dire, si ce n'est après, dans une élection, et le pouvoir est bien évidemment au peuple. Mais attendons la fin, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, il y a besoin de prendre des décisions. Mais parler de gouvernement d'union nationale, ça me paraît un non-sens absolu, quoi. Il est là, il est fait, et ça fait 2 ans que ça dure. C'est le président de la République qui a un peu ouvert la voie à ça. Je voudrais juste qu'on aborde un deuxième sujet qui m'intéresse, moi, enfin, qui m'a intéressé, c'est les sondages sur les traitements. C'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire qu'on a vu que 59%, je crois, des Français sont favorables, par exemple, à l'utilisation de la chloroquine. Est-ce que, je sais pas, les traitements doivent se décider maintenant par sondage ? Là, on est au sommet du ridicule. C'est-à-dire que la France entière a un avis sur la chloroquine, alors que je défie 99% des Français de nous dire ce que c'est que cette molécule ou ce médicament, comment ça s'administre. Enfin, les Français n'y connaissent rien et c'est leur droit le plus strict. Je n'y connais rien non plus, mais arrêtons de demander tout à n'importe qui. Je veux dire, c'est pas, on ne gouverne pas par sondage, et alors pire, on ne soigne pas par sondage. Bah, sinon, c'est la fin de tout, quoi. Donc, c'est catastrophique. Là, on est dans la logique de ce que génère en fait le monde de la communication et des médias dans lesquels nous vivons. En réalité, le sondage, en effet, n'est que le reflet de est-ce que si j'en ai parlé 10 fois plus sur BFM et les autres, par conséquent, les gens pensent que ça marche, puisque j'ai lu 3 spécialistes qui ont dû me dire à la télévision que peut-être que ça marchait. Donc, je génère un sondage, ça permet de commenter effectivement le sondage pendant 3-4 jours, de lancer une centaine de tweets et 10 000 Facebook, et le système s'est autogénéré. Non, on est dans l'exemplarité du monde de la communication qui reprend le point d'avant du président de la République, appelant effectivement un gouvernement d'union nationale, qu'on entend effectivement à chaque fois qu'il y a un moment de crise. Donc, c'est ridicule, c'est stupide. En même temps, on ne peut pas en vouloir aux Français de répondre à ce sondage puisqu'on le questionne. Non, les responsables, ce sont ceux qui font les sondages, je suppose. Même pas, ce sont ceux qui les commandent. Absolument. Et ceux qui les commandent, ce ne sont pas forcément les politiques qui commandent les sondages. On travaille souvent par galop d'essai. On en parle, ce qu'on appelle en off. Et je pense que vous connaissez mieux ça que quiconque à un journaliste, comme si le off existait qu'un journaliste. Puis le sujet part, puis le sondage se fait, puis j'ai 3 jours sur le sujet, et ça revient en boucle, et les Français sont persuadés que c'est la bonne solution. Je sais juste... Attention à une chose, le sondage, c'est la partie émergée du truc, mais n'oublions pas qu'il y a une pétition qui a été lancée, qui a recueilli plus de 700 000 ou 800 000 et lancée par l'ancien ministre de la Santé. Voilà, pour la chloroquine. Enfin, je veux dire, encore une fois, on est dans le truc grotesque. Maintenant, le médicament par pétition, mais jusqu'où va-t-on tomber, quoi ? C'est affolant. Alors, il nous reste juste 2 minutes et je voudrais donner la parole à Arnaud Courtois parce que vous êtes l'un des signataires d'une pétition sur faire davantage de sport pour vivre mieux et vous dites peut-être que la crise va nous apprendre un peu à faire un peu mieux de sport ensuite, une fois qu'elle sera passée. En tout cas, je l'espère et on est quelques-uns à le souhaiter effectivement. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est pas nouveau, on l'a pas inventé. On se rend compte dans cette période de confinement du fait qu'on éprouve le besoin de bouger. On sait aussi, je suis pas médecin, donc je veux mesurer les propos que je vais tenir, mais que dans les gens atteints du Covid-19, effectivement, c'est plus grave chez les personnes qui ont des problèmes de santé. Alors, ça peut être une maladie, mais chez les personnes qui ont des problèmes de santé parce qu'elles sont en surpoids, par exemple. Donc, le sport, ça permet de rester en forme. Et puis, le sport, c'est aussi
un vecteur de lien social, c'est un formidable outil d'éducation. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir, une fois encore, à l'après-crise, sur la façon de pratiquer le sport, et sur le sport lui-même d'ailleurs, sur la peut-être évolution nécessaire de notre modèle actuel par rapport au sport professionnel, par rapport à l'argent, par rapport à beaucoup de choses. On voit les problématiques avec cette crise rencontrée dans certains championnats sportifs ou par certains événements. Donc voilà, beaucoup de réflexions autour de ce sujet, mais faites du sport, bougez. Faire du sport, ça commence par marcher autour de chez soi ou monter une descendre des escaliers. Voilà, bougez, prenez soin de vous. C'est la première chose à faire et c'est certainement aussi une des premières choses à inculquer, à enseigner à ses enfants et aux jeunes générations. Un mot de conclusion parce qu'il faut qu'on s'arrête. Florence Mercadet, quand on dit se réinventer, qu'est-ce que vous voudriez qu'on réinvente en un mot? Excusez-moi, il faut être un peu court. Je voudrais qu'on réinvente, je pense, probablement la notion de solidarité avec les personnes âgées qu'on a totalement perdu de vue, enfin en grande partie, avec les soignants, les enseignants, et essayer de revaloriser un peu tous ces métiers qui nous font vivre aujourd'hui dans une situation de crise. Sophie? Qu'est-ce qu'il faudrait réinventer? Réinventer, non, je suis encore sur ce que disait Arnaud sur le sport. Je pense que le sport est un extraordinaire vecteur effectivement d'échange, mais également, on se rend compte que moi je fais du sport maintenant 1 heure par jour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui s'y ont mis. D'ailleurs, il y a une rupture de stock sur les vélos elliptiques, les vélos d'appartement, sur La Redoute, Decathlon et Amazon. Donc je pense que les Français se sont mis au sport et que c'est extrêmement positif sur tous les plans. Et je voudrais préciser, Patrice, que depuis aujourd'hui, l'arrêté préfectoral dans les Yvelines qui interdisait le sport entre 10h et 19h n'est plus d'actualité. Il est donc possible de sortir courir, quelle que soit l'heure de la journée. Très bien. Stéphane Monson, la réinvention, qu'est-ce que vous allez réinventer? Parlons moins, mais parlons mieux. C'est pas mal. Arthur, pardon. L'ascenseur social. Faire en sorte que dans ce pays, on puisse gagner sa vie par son travail, par son mérite, par ses efforts. C'est ça que cette crise, c'est une crise sociale, et pas seulement sanitaire, mais en évidence. Laurent Mazori? Moi, je dirais réinventer les priorités pour soi, pour les autres, pour ceux qui nous gouvernent et pour les élus aussi. Définir des priorités et s'y tenir. Et Jean-Charles? Se dépêcher de lancer la construction d'un 2e porte-avions. Parce que la France n'a plus de moyens aéroportés. L'Europe n'en a pas, puisque l'Europe ne comptait que sur le Charles de Gaulle. Donc un seul porte-avions, cloué à quai, c'est dramatique. C'est dramatique et la France et l'Europe sont sans défense. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Il y avait plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce que vous avez été passionnants et j'espère que vous serez passionnants. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour un autre PAF. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour une autre émission.